Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous écoutez votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne l'été certainement, mais globalement les villes pendant toute l'année, à savoir la chaleur, le changement climatique, mais donc les effets des îlots de chaleur urbains. Alors on peut blâmer les effets de la pollution et du changement climatique, ça c'est certain, mais il y a aussi des phénomènes qui sont propres aux villes et à l'aménagement et à l'urbanisme des villes qui ont tendance à renforcer les effets de ces îlots de chaleur urbains. Alors aujourd'hui dans l'émission, on va se demander si l'architecture taïwanaise est-elle prête à faire face au changement du climat, rien n'est moins sûr. On va aussi donc regarder un peu dans les émissions que nous avions fait sur ce sujet et on va explorer d'autres pistes d'articles proposés dans la presse taïwanaise sur ce sujet qui sont sortis récemment. Alors, la question de la chaleur en ville est très très importante. Ça ne concerne pas que l'Europe, ça concerne globalement le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris cette question. Et à Taïwan, le pays est aussi touché par cette question de prise en compte du changement climatique et donc de la chaleur et de l'accroissement des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Alors effectivement, si on regarde dans la presse, récemment, le 17 juillet, l'agence de presse taïwanaise relayait le témoignage d'un expert, souvent cité dans la presse, qui indiquait que les effets des îlots de chaleur urbains s'étendent à Taïwan et augmentent. Il s'agit de Lin Zuping, professeur d'architecture à l'Université nationale Cheung Kong, et il soulignait justement que ce phénomène s'accroissait en ville, et les villes qui connaissent des températures plus élevées que les zones périphériques. Et notamment certains quartiers sont plus touchés par ce phénomène des effets d'îlots de chaleur urbains. Et Taipei, la capitale, est touchée par ce phénomène. Et cela pourrait, selon les experts, affecter la vie de nombreuses manières si rien n'est fait pour inverser la tendance. L'article précisait que par exemple à Taipei, les arrondissements les plus touchés étaient par exemple Wanhua ou Zhongzheng, donc ça c'est au cœur de la ville, mais que récemment Wenshan, Nangang ou encore Shilin, qui sont un peu dans les zones périphériques, ont également commencé à devenir de plus en plus chaudes, selon le professeur d'architecture. Il ajoutait que cela indique que les températures plus élevées, auparavant limitées au centre-ville, s'étendent maintenant à de plus en plus de zones, notamment sous les effets de l'urbanisation. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est très réjouissant pour le futur de la capitale. Il soulignait par exemple que le 24 juillet 2020, Taipei avait enregistré une température étouffante de 39,7 degrés Celsius, ce qui était à l'époque la plus élevée depuis 124 ans, mais que la température à Nangang était environ 3 degrés plus basse qu'à Wanhua, dans l'arrondissement de Wanhua. Et donc, ce qui explique ces différences de température, c'est des questions tout simplement d'urbanisme et de planification urbaine. Alors ces différentes recherches et on va dire communication et partage dans la presse de ce professeur d'architecture sont faites effectivement car il fait des recherches avec le soutien du ministère des Sciences et des Technologies et ils ont étudié justement une méthode, ils réfléchissent à des méthodes pour refroidir les villes taïwanaises et ils établissent notamment des cartes climatiques qui surveillent les températures dans différentes zones métropolitaines, à savoir à Taipei, dans le nouveau Taipei, Taichung, Tainan ou encore Kaohsiung, des super municipalités taïwanaises. Et donc, quand il observe ces données, effectivement, il se rend compte, par exemple, que à 13h le 8 juillet, les arrondissements de Wanhua et de Zhongzheng ont atteint 38,5 degrés Celsius, alors que la température dans le parc de Da'an était inférieure d'environ 2 degrés, ce qui, selon lui, explique un phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors, effectivement, quand on le dit comme ça, rien d'étonnant à ce qu'un parc soit plus frais qu'une zone beaucoup plus densément construite, mais en tout cas, c'est important de le rappeler et de le souligner quand on cherche des pistes de réflexion ou d'évolution ou de prise en compte de ces phénomènes. Alors pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces questions qui se posent et pourquoi on a envie de prendre en compte ces différents phénomènes ? Eh bien parce que selon les experts, ces températures élevées peuvent affecter à la fois l'environnement mais aussi la qualité de vie des personnes qui vivent sur place de plein de manières différentes. Alors ça augmente notamment la consommation d'électricité parce que ça sollicite d'autant plus la climatisation, ça augmente par certains phénomènes les niveaux de pollution de l'air, mais aussi donc des maladies ou des stress sur le corps qui sont liés
liées à la chaleur. Et donc pour tenter d'améliorer cette situation, le professeur Lin promeut depuis de nombreuses années un concept qui était de laisser le vent circuler en ville. Ça paraît bête dit comme ça, mais effectivement, la circulation de l'air, nous en avions parlé une fois dans l'émission La Ville en pratique, je vous remettrai le lien vers cette émission, et bien effectivement, les grands courants d'air, les couloirs dans lesquels l'air circule, qui peuvent se faire notamment le long des grandes zones aquatiques, avec le long des rivières. À Taïwan, il y a le fleuve qui circule, mais il y a aussi les grands parcs, les réseaux de parcs entre eux, etc. Eh bien, vont avoir tendance à naturellement aérer et à refroidir naturellement la ville. Sauf que depuis plusieurs années, il y a des phénomènes qui sont observés à Taïwan de réchauffement à proximité de grands complexes immobiliers où on a des tours, des complexes de tours les unes à côté des autres qui vont venir créer des murs et qui vont bloquer la circulation de l'air et qui vont avoir tendance effectivement à réchauffer les quartiers à proximité de ces tours. C'est un phénomène qui est observé à Taïwan, mais qui s'observe certainement ailleurs. Mais en tout cas, la question est relativement sérieuse puisqu'elle risque de poser des problèmes dans le futur pour la capitale et ses habitants. Et d'ailleurs, ce professeur soulignait que pour répondre à ces enjeux, à ces défis qui s'offrent, auxquels font face aujourd'hui les populations qui habitent dans ces grandes villes taïwanaises, eh bien, il n'est pas ici seulement question d'aller réfléchir à l'échelle du bâtiment, donc de l'architecture, de technologies qui permettraient peut-être de rafraîchir les personnes qui habitent, mais bien d'envisager des politiques à long terme, et c'est là où l'urbanisme et la planification entrent en jeu, car effectivement, ça nécessite selon lui une planification urbaine sur le temps long. Car pour lui, à court terme, il était important effectivement de planter davantage d'arbres pour créer des zones ombragées naturellement. Ça, ce n'est plus à démontrer aujourd'hui que la présence de végétation dans certaines conditions et quand les arbres sont bien entretenus et que les choses sont relativement pensées, eh bien, ça crée des zones ombragées. Il faut aussi, on peut le souligner, qu'il faut des essences adaptées, effectivement, parce qu'effectivement, planter, par exemple, des palmiers, eh bien, parfois, ça ne sert strictement à rien, vu que ça ne crée que très peu d'ombre. Donc ça, c'est pour lui les méthodes à court terme. Et d'autres méthodes aussi doivent être mises en place pour réduire l'impact des îlots de chaleur, à savoir l'utilisation peut-être de panneaux solaires photovoltaïques ou de toits végétalisés, ou ce genre de techniques. Ça, ce sont les méthodes à court terme, mais il faut bien entendu penser, et ça j'insiste, selon lui, sur cette question de la planification à long terme pour rafraîchir les villes naturellement. Alors cette question, elle n'est pas prise en compte que par des universitaires ou des militants. On peut par exemple, je vous ai fait une petite sélection d'articles, que ce soit des articles récents ou des émissions que nous avions réalisées pour la ville en pratique et qui abordaient un peu ces questions de changement climatique et d'adaptation à la chaleur. Si on regarde ne serait-ce que du côté par exemple des laboratoires nationaux en recherche appliquée, le NAR Labs, qui est une institution très très importante à Taïwan, eh bien ils parlent, ils prennent en compte ces questions d'îlots de chaleur urbains et ils mettent en avant, on va dire, les 5 effets négatifs de cet effet d'îlot de chaleur urbain, à savoir par exemple qu'à mesure que la température augmente, la pression donc sur l'énergie augmente aussi. Ça, on l'a déjà dit, que cela peut avoir un effet sur les durées d'ensoleillement qui peuvent être réduites s'il y a des effets de changement climatique, que l'humidité relative aussi peut diminuer dans certaines zones, ce qui peut avoir aussi des conséquences sur l'environnement et sur les individus, que les changements dans les régimes de précipitation qui peuvent être induits par ces effets de réchauffement peuvent aussi augmenter la probabilité d'aléas climatiques et peut-être, pourquoi pas, d'inondations dans des zones urbaines. Et enfin, une intensification de la pollution de l'air dans les villes. Donc voilà, ça c'est les idées qu'on expose au début. C'est bien pris en compte par ces laboratoires nationaux en recherche appliquée qui sont, qui insistent bien sur cet effet-là. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que Taïwan, on l'avions évoqué dans une émission, le lien est sur la page, Taïwan, comme d'autres pays du monde, se pose la question de l'importance du droit au vent. Et effectivement, assurer une aération naturelle s'impose comme un impératif économique et environnemental. Il faut voir un peu les deux, qu'on soit partisan de l'écologie ou non. La question du réchauffement climatique est aussi une question économique. Donc si l'environnement ne vous intéresse pas, peut-être que la question de votre portefeuille vous intéressera, elle. C'est peut-être un peu malheureux d'en arriver là, mais au moins c'est pragmatique. Et cette question
du droit au vent est aussi une question économique et elle comprend, donc c'est toujours le cas, aussi une dimension sociale. Effectivement, les grandes tours luxueuses de logements qui vont priver d'autres quartiers de cette ventilation naturelle. Alors là, il y a une question d'équité et de partage des ressources en ville qui se pose. Et donc là, voilà, c'est encore une autre dimension qui s'impose dans cette logique de densification, de construction et d'aménagement des villes. Et je terminerai cette émission, nous arrivons déjà un peu au terme. Il faut absolument, si vous vous intéressez au sujet, consulter la fabuleuse, et je ne cache pas mes mots, infographie qui a été réalisée par le magazine Commonwealth. Il réalise souvent des infographies superbes. Et justement, ils reviennent sur cette question des effets d'îlots de chaleur urbains à Taipei. Justement, en partant d'une étude qui a été faite récemment, qui étudie différentes villes en Asie, une vingtaine, et il se trouve que Taipei se classe deuxième dans un classement pour des villes les plus chaudes, ou plutôt, disons, des villes touchées par un réchauffement général. Taipei se classe deuxième. Alors, la ville se classe derrière Pékin, mais devant Tokyo, par exemple. Et l'article revient donc sur cette question de l'aération naturelle et de ces couloirs, on va dire, de vent qui devraient être préservés ou en tout cas valorisés ou travaillés dans la planification. Et l'article prend un exemple, la ville de Taichung, qui est une ville souvent mise en avant pour cette question du droit au vent, en insistant sur un phénomène qui est assez intéressant, et c'est le fait que les couloirs naturels de vent qui existent à Taichung, soit des grandes avenues ou soit des zones naturelles, sont globalement orientés dans le sens naturel des vents, qui n'est pas forcément le cas à Taipei. Et donc, effectivement, la ville va avoir des couloirs de rafraîchissement comme ça, qui vont naturellement rafraîchir cette ville. Alors, attention, il y a d'autres problèmes de pollution et de réchauffement aussi dans la ville de Taichung. Elle n'est pas exemplaire, totalement exemplaire, mais en tout cas, le phénomène est présenté de cette manière-là. Et l'infographie se termine aussi par quelques pistes de réflexion sur la manière dont le rafraîchissement peut être assuré, notamment en augmentant peut-être la distance entre les bâtiments, construire en recul par rapport à la rue pour laisser de la place à de la végétation, etc. Ça, c'est intéressant. Ce sont des choses que je trouve assez pertinentes. Aussi, peut-être réduire les hauteurs de certains bâtiments. Il y a plein de pistes qui sont clairement de l'urbanisme avant d'être de l'architecture. On parle ici de questions de code d'urbanisme, de charte architecturale. Ça revient vraiment sur ces questions de planification. Mais on n'aura pas le temps de développer beaucoup plus, mais il y a aussi une question qui, à mon sens, est importante dans l'architecture, c'est de prendre en compte comment l'architecture s'adapte à son climat. Ça a été le cas pendant des années. Dans le monde entier, on peut voir des types et des architectures traditionnelles qui peuvent paraître surprenantes, mais qui sont finalement adaptées à la fois aux ressources naturelles qu'on pouvait trouver sur place, mais aussi aux questions climatiques. Comment le bâtiment allait naturellement permettre de réduire ou d'améliorer le confort par rapport au climat environnant dans le territoire de cette construction. Effectivement, à Taïwan, il y a un élément qui, selon moi, représente le mieux cette adaptation aux questions climatiques, qui était le système des arcades, quelque chose qui est très ancien, qui a plusieurs siècles. Vous savez, quand vous marchez dans les rues à Taïwan, vous avez parfois ce trottoir dédié normalement aux piétons, parfois encombré par des commerces et des voitures, mais qui est normalement dédié aux piétons, et vous êtes à l'abri en dessous du bâtiment qui est construit au-dessus de vous. Donc vous avez à la fois une protection naturelle pour la pluie, qui arrive souvent, notamment à Taipei, mais aussi pour le soleil. Donc vous marchez naturellement à l'ombre, protégé de la pluie et du vent, et ce genre de système naturel améliore forcément le confort. Et donc il faudrait voir tout de même à ne pas perdre cette question aussi de cette praticité de l'architecture dans une logique peut-être réglementaire de vouloir reculer les bâtiments un peu à l'américaine, ce qui ferait aussi perdre un peu certains aspects des villes taïwanaises qui, à mon sens, sont primordiaux et qui ont, dans l'architecture contemporaine, peut-être tendance à se perdre au regard d'un certain formalisme et d'une certaine production en masse de logements. Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette émission. C'était Clément Tricot pour La Ville en Pratique. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Hydratez-vous bien et portez-vous bien. À bientôt.